bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Pierre Coniza. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Nous sommes heureux de vous revoir encore dans cette émission et merci pour votre fidélité et aussi pour votre disponibilité. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Pierre Coniza, c'est un ancien haut fonctionnaire, mais aussi agrégé de l'histoire et surtout un écrivain de renom et son dernier ouvrage, l'objet de notre sujet de ce jour qui est en relation avec l'actualité, Avec Dieu, on ne discute pas, édition Lafon. Monsieur Pierre Coniza, pourquoi ce titre? Ce titre est parti d'un constat qui me paraissait évident mais qui méritait quand même d'être travaillé, c'est que toutes les grandes aires religieuses sont aujourd'hui frappées par des formes de radicalisation qui ont à la fois la même histoire et les mêmes caractéristiques. Bon, et évidemment, moi je considère pas que l'acte de violence, il y a des différences entre bombarder une population et faire un acte terroriste, si vous voulez. C'est aussi aveugle dans un cas et dans l'autre. Et donc j'ai voulu rapprocher ce qui est le radicalisme religieux qui utilise des moyens militaires et le radicalisme religieux qui peut utiliser des moyens terroristes ou qui, mais tous ayant le même processus intellectuel d'exclusion de l'autre, de limitation de ses droits ou d'atteinte à son intégrité territoriale, etc. Donc c'est ça mon idée. Et il me semblait important aujourd'hui de mettre ce sous-titre, c'est-à-dire désislamiser le débat, parce que si on arrive à la conclusion comme moi qu'aujourd'hui toutes les grandes aires religieuses sont frappées, eh ben à ce moment-là, évidemment, on entre dans une problématique complètement différente. Donc, si j'ai bien compris un petit peu votre analyse, nous vivons, je ne veux pas y aller trop loin, à stigmatiser les musulmans ou l'islam. Par contre, il y a différentes formes de radicalisation évangélique, comme vous l'avez cité, salafistes, radicaux juifs, hindouisme mais aussi bouddhistes, et vous appelez ça un club. Y a-t-il possibilité d'avoir d'autres radicaux qui vont se rajouter à cette... Oui, j'ai pas pu faire un travail, si vous voulez, universel. Par exemple, évidemment, je pense que dans le christianisme orthodoxe, par exemple, il y a aussi des formes de radicalisation, mais c'est un monde que je connais moins, et évidemment, c'est surtout les formes violentes qui m'intéressent. Et donc, aujourd'hui, il est évident que celui-là est probablement vrai aussi, mais je trouvais pas que c'était celui qui était le plus important. Mais évidemment, je reconnais les limitations de ce que j'ai fait, quoi. Ben écoutez, moi l'objectif de ce débat, parce que vous êtes un petit peu en contre-courant par rapport à l'actualité, quelque part. Vous avez parlé d'islamiser le débat, le moment que on parle que de l'islam depuis un certain temps, depuis plusieurs années. C'est quoi la raison selon vous? Ben d'abord, pour répondre à votre première question sur l'islam, d'abord, pendant longtemps, le pouvoir politique a utilisé des termes que je trouvais stupides et je n'ai cessé de me battre, puisque quand on disait l'islam radical, en gros, tous les musulmans se sentaient concernés. À partir du moment où Valls, puis ensuite Macron ont repris le terme de salafisme, ils qualifient une des pratiques de l'islam. Et moi, le constat que je faisais en 2014 dans un rapport sur la contre-radicalisation, je disais, mais le fait... sociologique important aujourd'hui dans notre société, c'est l'intégration. On n'a pas de raison de fixer toute la communauté musulmane à travers la question des salafismes. Mais en même temps, si vous voulez, les médias ont leurs règles de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on parlera toujours plus d'un individu qui fait un attentat que d'individus qui ne posent aucun problème. Vous savez, c'est le problème des trains qui arrivent en retard par rapport aux trains qui arrivent à l'heure. Donc moi, mon souci, déjà à l'époque, c'était de dire faites attention, ne vous trompez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont leur place dans cette société, mais tout à coup, quand il y a un attentat, vous les interpellez. Je vous, évidemment, étant un terme générique, vous les interpellez en disant vous êtes musulman, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens répondaient mais attendez, moi j'ai jamais sorti ma carte de musulman, pourquoi tout à coup m'interpellez-vous à ce titre-là? Et donc ça posait une question importante qui était la question du regard. Bon. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est qu'évidemment, quand j'ai commencé à travailler, par exemple, sur les néo-évangéliques américains, on s'aperçoit que Trump a reconstitué autour de lui un conseil évangélique dans lequel vous retrouvez beaucoup des téléprédicateurs américains qui avaient soutenu la guerre en Irak. Et ils avaient soutenu la guerre en Irak pour des raisons strictement théologiques. C'est-à-dire qu'ils disaient, on va reconquérir pour le christianisme le Moyen-Orient. Vous voyez, bon. Deuxième remarque, évidemment, le club s'était élargi ces dernières années avec les hindouistes et les bouddhistes. Et donc, tout à coup, je me disais, toute la problématique qu'on développe tous sur le thème le monothéisme est intransigeant et intolérant, s'avère faux. C'est donc qu'on a bien un problème, si vous voulez, planétaire, que ce problème planétaire, il faut l'étudier sous l'angle politique et voir quelles sont les ressemblances. Et c'est ça qui a présidé à ma démarche.
Oui, justement, parce que là, de traiter cette problématique de religion sur un plan politique, sur, comme vous l'avez dit, un angle euh, politique au lieu de liberté de conscience. Si vous le permettez, je reviens à cette question parce qu'il est en relation avec la laïcité quelque part, et en Bien même sûr, temps, bien sûr. et l'implication des politiques quelque part. Donc, on est en train de faire un petit peu comme on le souhaite, comme on a envie. Donc, Oui, oui, si vous voulez d'abord, plusieurs remarques, mais ça vous les connaissez. D'abord, le terrorisme aujourd'hui tue 90% de musulmans. Le terrorisme islamiste tue 90% de musulmans d'abord. hmm, Donc il faut bien s'interroger sur le fait que quand il y a des attentats chez nous, on pense que c'est le problème principal, mais en fait, il faut comprendre aussi pourquoi ce salafisme djihadiste tue plus de musulmans que de non-musulmans. Ça, c'était la première question. hmm, Et puis, évidemment, la deuxième question, encore une fois, c'est que quand on voit effectivement, par exemple, ce qui se passe en Birmanie, au Myanmar, où je suis allé pour cette hmm, étude, on s'aperçoit que les victimes sont les musulmans dans ce cas-là, et qu'avec comment dire, des géniteurs qui sont les bouddhistes. Or, les bouddhistes, pour nous, c'est le Dalai Lama et Mathieu Ricard. Et quand j'ai commencé à regarder l'histoire du bouddhisme, en fait, je m'aperçois que cette religion-là, que nous présentons ici comme une espèce de religion de zen, pacifique, etc., a connu elle-même ces phénomènes de violence. Par exemple, au Tibet, il y avait des guerres entre monastères avec des moines combattants, des moines guerriers qui s'appelaient les moines Bop Bop. Et encore une fois, c'était des combats entre monastères pour maîtriser la ressource fiscale. Donc ça change considérablement l'image qu'on en a. Et puis je vous dis, quand vous appliquez cette poussée radicale au Myanmar, vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui 750 000 Rohingyas, donc des hmm, musulmans qui avaient hmm. été importés par l'Inde au moment de par la Grande-Bretagne au moment de la colonisation, qui n'ont jamais eu la nationalité birmane quand il y a eu l'indépendance. Et donc ce problème, il était récurrent. Et aujourd'hui, vous avez donc 750 000 Rohingyas qui vivent sur le delta du Gange, dans une zone totalement insalubre, qui ne sont refusés par le Bangladesh et qui sont expulsés par le Myanmar. Donc on a un problème humanitaire qui est au Cette moins aussi notion important que de ce qu'on trouve dans d'autres régions du monde. C'était la raison pour laquelle je pensais qu'il fallait faire une étude transverse, si vous voulez. Comme vous l'avez bien dit, il y a cette notion d'islamiser le débat, ce n'est pas que pour la France, hein, donc il est un petit peu mondial, hein, quelque part. Euh, Croyez-vous comme quoi il n'y a pas une intervention de l'obéiste, même religieux, influent, à travers un certain nombre de religions, à travers quelques-uns de ce groupe hein, que vous avez mentionné comme le cas des évangéliques, qui dirigent le politique, qui amènent le politique à se diriger vers cette voie d'islamiser le débat et tout le monde paye ceux qui n'ont rien à voir avec la religion. Oui, de toute façon, pardon, dans les grandes démocraties où vous avez ce phénomène de radicalisation, je pense aux États-Unis ou en Israël, Hmm, vous avez bien, par exemple, Trump a deux soutiens qui sont évidemment les néoconservateurs, ceux-là hmm, on les connaît bien politiquement, c'est ceux qui avaient régné avec Bush, etc. Mais ils sont revenus au pouvoir avec Trump. Et le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les néo-évangéliques, c'est-à-dire une radicalisation de la pratique protestante, qui effectivement, elle aussi, si vous voulez, est exactement dans les mêmes modalités que la radicalisation islamiste, c'est-à-dire des télépédicateurs qui font des trucs sur Internet, où ils diffusent à des millions de contacts, si vous voulez, une vision tout à fait raciste de l'islam. Bon. Et encore une fois, vous avez bien quelque chose qui, quand il est au pouvoir, paraît normal puisque c'est un processus démocratique, mais quand c'est pour déclencher une guerre, à ce moment-là, vous dites, mais attendez, c'est exactement la forme de violence qu'on va trouver. C'est pas parce qu'elle est faite par des militaires qu'elle est différente de la forme terroriste, si vous voulez, qui est plutôt l'usage du faible, si vous voulez, sur le fort. Donc c'est ça qui m'a guidé. Et on voit bien, par exemple, qu'en Israël, le centre de gravité de la coalition de Netanyahou s'est considérablement déplacé avec le poids des partis religieux. Et dans ces partis religieux, vous avez des rabbins qui font des phrases qui sont totalement intolérables. Par exemple, il y en a un que j'ai cité, je ne sais pas son nom en tête, mais qui dit: il est hors de question de rétrocéder le moindre centimètre carré de la terre qui nous a été donnée par Dieu. Bon, une fois que vous avez une phrase comme ça, vous vous dites, mais attendez, on va discuter de quoi dans ce cas-là? Vous voyez? Donc on a bien ce phénomène également dans des démocraties, et ces phénomènes de pression démocratique ne sont pas plus légitimes, si vous voulez. Vous prenez le cas de l'Inde, si vous voulez, vous l'avez avec l'arrivée au pouvoir de Modi, vous savez, le PJP, qui va appliquer aujourd'hui des lois tout à fait, sectaires à l'encontre des musulmans indiens. Et vous savez que les musulmans indiens sont 180 millions de personnes, donc c'est pas une petite minorité. Bon. Et donc vous avez des applications qui sont parfois incroyables, tellement elles sont cocasses. Par exemple, en Inde, ils ont déclenché la guerre de la vache. La guerre de la vache, c'est la vache étant un animal sacré dans l'hindouisme, s'il est bouché, découpé à une bas des vache. vaches, Hmm, surtout ce sont des bouchers musulmans et chrétiens, et ben à ce moment-là, ils font des descentes, si vous voulez, sur les boucheries, parfois en tuant le boucher,
Ils l'ont fait aussi sur des boucheries chrétiennes, si vous voulez. Et donc là, vous avez quelque chose qui est une intolérance légale, puisqu'ils ont adopté cette loi, si vous voulez, qui interdit de tuer des vaches. Et vous avez même des choses qui sont plus cocasses. Ils ont inventé un truc qui s'appelle le love jihad, c'est-à-dire qu'ils accusent les jeunes musulmans de séduire des jeunes hindouistes, femmes, pour ensuite les convertir à l'islam. Et dans ce cas-là, ils ont adopté une loi qui permet aux parents de la jeune fille de demander la dissolution du mariage. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans une démocratie qu'il faut pas étudier ce phénomène comme un phénomène d'intolérance, de racisme et d'exclusion de l'autre. Comme tout le monde, vous avez pu suivre, Monsieur Pierre Conesa, le discours du président de la République, connu maintenant avec le mot le séparatisme. Est-ce que c'est un sujet, selon vous, qui mérite cette attention présidentielle avec la gravité du mot séparatisme lié à l'islamisme? Si ça va être joint au terme séparatisme, le terme salafisme, oui. Si c'est islamisme, non, parce que l'islamisme, ça veut rien dire. Encore une fois, c'est une pratique de l'islam qui va vouloir se séparer du reste de la communauté en disant, par exemple, comme le disent tous les radicaux, la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes, et donc empêcher quelqu'un d'avoir des signes extérieurs de sa religiosité doit prévaloir sur la loi républicaine. Bon, qu'il ait appelé ça séparatisme ou sécularisme ou comment dire, ou communautarisme, n'importe peu. Ce qui est important, c'est la pratique qui va consister ensuite à se séparer des lois qui sont de la loi du pays avec son ancienneté, sa règle de la laïcité, etc. On s'est rendu compte, si vous voulez, pour ne parler que du cas de la France, que la question du foulard n'est plus une question aujourd'hui. C'est-à-dire on va avoir des femmes dans la rue qui portent le foulard parce qu'elles veulent s'identifier comme musulmanes, mais on sait bien qu'à chaque fois qu'on croise une femme comme ça, on ne croise pas une terroriste. Donc on a bien quelque chose, si vous voulez, dans lequel il faut différencier, sérier et bien analyser ce que sont des pratiques, si vous voulez, séparatistes, et des pratiques qui sont simplement des règles de vie, si vous voulez, qui, encore une fois, ne devraient pas poser de problème. Par contre, ça a créé un tollé à l'international, une partie de sa déclaration lorsqu'il a parlé de l'islam est en crise, à titre d'exemple. Mais je crois qu'en fait, il ne fait que constater ça. Il manque aujourd'hui, comme je vous le disais, le terrorisme tue 90% de musulmans, qu'il faut se demander pourquoi. Bon. Vous avez aujourd'hui, en Afghanistan, au Pakistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïn, au Yémen, et puis un peu dans d'autres endroits, mais de façon plus légère, une guerre sunnite-chiite. C'est-à-dire, vous avez bien aujourd'hui cette guerre qui a été ravivée, si vous voulez, par l'État islamique. Et puis évidemment, Al-Qaïda était assez différent, si vous voulez, dans sa pratique. Ben Laden considérait que les chiites étaient une partie des musulmans, qui n'étaient pas tout à fait musulmans, mais en tout cas, il n'a jamais prôné la guerre contre les chiites. Or, on a bien vu, si vous voulez, notamment avec la guerre en Irak, dont je rappelle quand même qu'elle est une guerre totalement scandaleuse, on a ravivé ces fractures, puisque évidemment c'est la majorité chiite qui l'emporte, mais chiite arabe et pas chiite persan, et donc à partir de ce moment-là on a réveillé, si vous voulez, à l'occasion de la guerre, des fractures, et évidemment toute la bêtise ou l'incroyable maladresse de Bremer, vous savez, ce premier vice-consul américain, a abouti à cette tragédie incroyable qui est aujourd'hui la situation en Irak et par extension en Syrie. Donc on est bien dans quelque chose, si vous voulez, qui est une crise de l'islam, sur laquelle d'ailleurs on a aujourd'hui des penseurs qui disent mais il faut arrêter, il faut accepter d'autres pratiques de l'islam à partir du moment où elles ne sont pas totalement contraires au message du prophète. Mais après, ce sont ces interprètes radicaux qui vont dire non, la seule bonne pratique c'est celle que moi je prône, parce qu'ils disent tous j'ai le message direct de Dieu, je suis porteur du message de Dieu. Les autres ne peuvent pas, ils les excluent, si vous voulez. Et donc on a ce processus, si vous voulez, dans beaucoup de pays, où effectivement, vous le voyez aussi en Israël, et puis vous le voyez en Inde, vous avez ces radicaux vont s'attaquer par exemple aux intellectuels libéraux, dans leur propre camp. Parce que ceux qui disent mais non, c'est une guerre inutile, c'est une guerre stupide, vous avez effectivement par exemple en Inde des journalistes qui ont été agressés, ou vous avez des intellectuels qui ont été agressés, parce qu'ils disaient non, c'est pas ça l'hindouisme, ou ils disaient non, c'est pas ça la judaïté. Donc si vous voulez, vous avez à la fois une guerre interne à l'islam, mais vous avez aussi une guerre à l'intérieur de chacune des religions, contre ce qu'ils appellent soit les traîtres, les modérés, il y a des tas de termes qui sont il faut les décliner dans chacune des langues, mais qui à chaque fois consistent à dire ce ne sont de mauvais croyants, et moi, je suis le véritable croyant, et donc même ces mauvais croyants doivent être éliminés. Est-ce qu'on peut lier ça à la mondialisation quelque part? Oui, parce que, si vous voulez, la mondialisation, c'est une manière d'abord de concevoir le développement international à l'image de ce que diffuse, si vous voulez, l'Occident et pour l'essentiel les Américains. Bon. Je vais vous citer un exemple qui est assez extraordinaire.
quand, après l'invasion de l'Afghanistan, après les attentats du 11 septembre, bon, rapidement, si vous voulez, l'objectif premier, c'était attraper Ben Laden. Bon, les talibans ont dit, mais attendez, on veut libérer Ben Laden dans un pays neutre, et à ce moment-là, faire un procès juste, etc., etc. Bon, bref, peu importe. Comme de toute façon, la guerre ne se passait pas bien, il a fallu expliquer, en particulier aux Américains, que cette guerre, elle avait d'autres motifs plus généraux, et ils ont sorti cette phrase extraordinaire, on va libérer la femme afghane. Vous vous souvenez de cet épisode? Or, si vous voulez avoir tous les Afghans contre vous, parce que moi je suis allé en Afghanistan, je connais un peu ce pays, si vous voulez avoir tous les Afghans contre vous, vous leur dites que vous allez libérer leurs femmes et leurs filles. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était une motivation strictement interne à l'Occident qu'on allait transposer sur un pays dont on ne cherchait absolument pas à connaître les caractéristiques. Et donc cette mondialisation, vous avez raison, est un phénomène, si vous voulez, d'homogénéisation qui va se heurter à des cultures qui vont dire mais attendez, nous c'est pas notre culture, et donc finalement il y a une espèce de de retour sur une identité dont une des variables est évidemment la variable religieuse. Bon. Et donc vous avez un peu partout, si vous voulez, par exemple en Inde, il y a eu des phénomènes de violence, de viol, si vous voulez, collectifs notamment sur des intouchables. Bon, des jeunes filles, vous savez, de la catégorie la plus basse. Bon. Il y a eu évidemment un sursaut de la population en disant c'est inadmissible, etc. Et il y a des députés du BJP qui ont dit mais ça c'est à cause de l'occidentalisation des mœurs. Vous voyez, donc ils ont été chercher la responsabilité de l'Occident dans la mondialisation. Et cette mondialisation, parce que, évidemment, encore une fois, elle suppose une homogénéisation des cultures qui va très très loin, si vous voulez, dans ce qu'on va considérer comme légitime ou illégitime. Mais encore une fois, au nom de quoi? Donc c'est une forme de de contestation de la mondialisation, mais qui est la forme la plus radicale de cette contestation. Dans ce sens-là qu'elle trouve ses racines, si vous voulez. Et justement, parce que là, on assiste quelque part à un retour de la manivelle. Il y a, dans ces pays européens occidentaux, un grand nombre de personnes venant de cette culture, avec la mondialisation aussi, donc avec les moyens de communication, avec cette liberté. Elles se trouvent elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, ce qu'on est en train de vivre actuellement avec le mot séparatisme. Oui, plus ou moins, parce que si vous voulez, la question, c'est plutôt quand on veut l'imposer par la force. C'est là que se passe la fracture. Quand vous avez effectivement en France un débat, par exemple en France, si vous voulez, les conversions vers l'évangélisme américain, les conversions sont plus importantes que les conversions vers l'islam. Mais personne n'attire le regard sur ce phénomène-là. Donc si vous voulez, il y a des phénomènes religieux qui traversent les sociétés, etc. Et donc il y a un débat où à un moment il faille poser la question de la laïcité et de du séparatisme entre guillemets. Vous pouvez l'appliquer aussi par exemple aux évangéliques qui veulent faire une grande réunion alors qu'il y a les règles du Covid qui interdisent, si vous voulez, les manifestations de plus des personnes. Et vous avez des gens qui disent non, mais ça c'est les lois religieuses. Et vous avez le même problème en Israël, vous avez des quartiers intégristes qui ne veulent pas appliquer les règles du Covid parce qu'ils veulent continuer à pratiquer les règles comme ils les ont toujours fait. Donc si vous voulez, l'idée du séparatisme dans une démocratie, c'est aussi à quel moment est-ce qu'au prétexte d'une pratique religieuse, on va refuser des lois qui sont de l'intérêt collectif. Bon. Donc autant moi j'ai essayé de faire cet effort de désislamiser le débat en montrant qu'on a les mêmes pratiques ailleurs, autant il faut que les musulmans français eux-mêmes fassent, si vous voulez, ce travail d'audit. Et vous avez beaucoup de Français de culture musulmane qui justement aujourd'hui se disent mais attendez, il y a des lois républicaines qu'il faut respecter et ensuite il faut trouver la bonne ligne frontière entre ce qui est le respect de la liberté de culte qui est un principe constitutionnel et puis les pratiques collectives, si vous voulez, qui vont entraver. Donc vous avez le problème dans l'école, quand vous avez des enfants qui veulent pas entendre parler de la Shoah ou des choses comme ça. Donc vous voyez bien que dans l'idée de séparatisme, il y a cette idée, il y a un moment où il faut que la République rappelle ses principes, parce qu'encore une fois, jamais on a interdit un principe de pratique religieuse, mais il ne faut pas que cette pratique religieuse vienne perturber des règles sur lesquelles sont construites la société française. Je crois que le principal point, c'est surtout le fait que depuis 91, l'Occident a déclenché un certain nombre d'interventions militaires, donc l'utilisation de la violence, et quand vous avez les types du Bataclan qui tirent sur la foule, vous savez, les terroristes du Bataclan, en disant vous tuez des enfants chez nous, on vient tuer des enfants chez vous, c'est qu'il faut s'interroger sur cette sensibilité. C'est-à-dire, effectivement, c'est quand on met une bombe de 500 kilos pour viser un objectif, on est sûr de ne pas toucher que la personne qui est visée. Donc on tue des enfants. Et il faut comprendre aussi que l'usage du militaire est un facteur d'aggravation, si vous voulez, de cette radicalisation. Est-ce que la laïcité est en difficulté, super Conizan? Non. Écoutez, la France est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté chinoise et la plus grosse communauté arménienne de tous les pays de l'Union européenne.
Oui. Nous n'avons des problèmes qu'avec une toute petite partie de la communauté musulmane. Ça veut dire que le modèle d'intégration et de laïcité marche, mais il faut se focaliser sur les bons objectifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire tous les musulmans sont comme ci, tous les musulmans sont comme ça. Il faut dire les salafistes, idéologie pratique qui est celle que le wahhabisme a diffusée depuis une cinquantaine d'années, plus même depuis 1920, que j'ai traité dans Dr Saoud. C'est ça l'objectif. Mais simplement, jamais un homme politique ne prendra le risque de dire oui, mais l'Arabie Saoudite, c'est l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des tas d'intérêts économiques, financiers, pétroliers, tout ce qu'on veut. Donc, encore une fois, la laïcité n'est pas en difficulté. La preuve, c'est que vous avez tous ces gens-là qui sont d'origine très diverses, qui trouvent leur place avec leur identité dans un système qui leur laisse toute la liberté qu'ils veulent, excepté la violation des lois de la République. Écoutez, le temps nous dira, M. Perconesa, parce que le débat est ouvert maintenant par rapport à cette initiative du président concernant cette thématique du séparatisme. On voit il y a beaucoup d'intellectuels, mais aussi on voit une proposition concrète. Je crois que vous l'avez bien fait attention. La proposition envers la FIF, la Fondation de l'Islam de France. D'abord, la Fondation pour l'Islam de France est un moyen de doter en capital, si vous voulez, une structure qui va aider à financer la construction de mosquées. Quelle était l'idée? L'idée, c'est que la Fondation pour l'Islam de France puisse intervenir dans des financements étrangers, en disant non, ça, il faut pas le faire parce que c'est associé à l'envoi de prédicateurs ou d'imams, si vous voulez, qui ne sont absolument pas républicains. C'est évidemment le problème de l'Arabie Saoudite. C'est aussi en partie le problème du Qatar. Mais donc, on a laissé faire, à cause d'une application stricte de la loi 1905, si vous voulez, la recherche de financement étranger pour permettre la construction de lieux de culte musulmans. Bon. Donc ça, c'est un des points importants. C'est aujourd'hui, si c'est construit en France, tous les financements doivent être transparents et pouvoir refuser certains financements quand on les estime dangereux. Donc la Fondation pour l'Islam de France, qui était une idée qui était généreuse à son départ, elle est maintenant présidée par Khaled Bencher, qui est un homme, un humaniste, si vous voulez, sur le plan de la connaissance, de la philosophie, etc., et qui est parfaitement conscient du fait que l'intégration passe aussi par ce mode de contrôle. De la même façon, quand vous avez dans les écoles, ça vient de ressortir avec le rapport Aubin, quand vous avez dans les écoles des pratiques ou des résistances, si vous voulez, à un enseignement républicain, c'est tout à fait anormal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter que des enfants n'écoutent pas, si vous voulez, ce qui est le discours fondateur de la France. Ça fait partie dorénavant de leur identité. Donc, qu'il y ait besoin de mettre des limites, oui, moi ça m'a jamais gêné. Et encore une fois, je vous dis, il y a des écoles hors contrat dans lesquelles l'enseignement n'a strictement rien à voir avec ce qui va se faire dans l'enseignement sous contrat ou dans l'enseignement public. Et donc, il y a bien un moment où, si vous voulez, ces enfants, pour les intégrer dans la société française, il faut qu'ils aient le minimum de bagages qui leur permettent ensuite de trouver du boulot, d'avoir des diplômes, etc. Donc, on a effectivement tout un certain nombre de sujets que le président a voulu traiter. On va voir ce que contient la loi, parce que la loi n'est pas encore votée, hein. La loi, elle est bien sûr, elle est encore loin, oui. Donc on le verra, mais que ce soit à ce moment-là la possibilité de s'exprimer en disant telle mesure, oui d'accord, on comprend telle mesure, on n'est pas d'accord, etc. Mais ça c'est le principe de la loi républicaine, du débat républicain. Il y a beaucoup de débats là-dessus, hein, donc en connaissance de cause, j'essaie d'animer un certain nombre d'émissions sur ce sujet-là, et il y a beaucoup de monde qui en parle chacun à sa manière. J'ai donné la parole à des jeunes, et aussi prochainement il y a imams républicains d'ici, hein, donc il n'est pas venu d'ailleurs, aussi qui va donner son point de vue. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que le débat est ouvert une deuxième fois sur le sujet de l'islam. Est-ce que vous croyez que la France est prête dans une période de pandémie à en débattre par rapport à ses priorités, comme vous le savez déjà économiques, hein, donc beaucoup de monde, et aussi sanitaire? Non, vous avez raison, la période est effectivement une période extrêmement difficile. Elle est difficile sur plusieurs points. D'abord parce qu'effectivement il y a beaucoup de chômage, le chômage va augmenter, même s'il y a du télétravail, etc. Rentrer sur le marché du travail dans cette période-là, ça devient extrêmement compliqué. Or c'est un des problèmes qu'on a dans beaucoup de quartiers, effectivement, où des jeunes ont du mal à entrer sur le marché du travail. Et évidemment la période ne s'y prête pas. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement on constate bien, et ça vient pas obligatoirement de la communauté musulmane, que vous avez des phénomènes de résistance religieuse. Je vous citais l'exemple justement avec les évangéliques. Donc que la République soit intransigeante sur ces questions-là, c'est normal. Maintenant, il y a un dernier aspect, si vous voulez, qui me paraît important et que je trouve plutôt positif, c'est que autant on a décidé d'envoyer des militaires un peu partout et systématiquement, si vous voulez, depuis une quinzaine d'années, autant aujourd'hui, on ne va pas envoyer des militaires dans une région qui est frappée par le Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'on exposerait des militaires pour aller résoudre une crise où nos militaires risquent d'être effectivement contaminés, si vous voulez? C'est pas leur mission, c'est pas leur mandat. Bon. Et puis
puis évidemment, il reste, si vous voulez, on l'a vu avec l'affaire Petronas, c'est que vous avez de toute façon des gens qui sont pris en otage et qui mettent la République en difficulté. Vous l'avez vu avec Madame Petronas, mais aussi avec les 2 Italiens qui ont été libérés. Si libérer 200 djihadistes dans un pays qui est frappé par une guerre civile pour obtenir qu'une personne française se revienne, je ne parle pas de la somme qui a dû être versée en accompagnement de ça, si vous voulez, c'est le contraire de tout ce qu'on va afficher sur le territoire intérieur, en disant, écoutez, il faut être intransigeant, républicain, etc. Là, on a quelqu'un qui va finalement... il va falloir négocier, si vous voulez, dans une situation de fragilité, alors qu'on a simultanément des militaires sur le terrain. Bon, je trouve qu'il y a des moments où il faut que ça s'arrête, quoi. Selon vous, donc, il est temps que les soldats français rentrent au pays, ou bien leur présence est nécessaire au Mali, à titre d'exemple? Écoutez, on a connu au Mali le même processus qu'on a connu en Syrie, en Afghanistan, en Irak, etc. C'est-à-dire que l'offensive première donne tout de suite des résultats, et puis ensuite la chose s'enlise. Elle s'enlise parce que, si vous voulez, on ne veut pas que ce soit une guerre complète, parce qu'on a en même temps des salafistes djihadistes qui sont extrêmement mobiles, etc. Et puis souvent, on vient intervenir au bénéfice de régimes, si vous voulez, qui étaient des alliés de la France, mais qui étaient parfois complètement corrompus. C'était le cas du Mali. Bon. Et dans le discours mobilisateur des salafistes, c'est l'idée qu'effectivement, ces gens-là, comme tout révolutionnaire, se prétendent purs, intègres et non corrompus. Donc on est du bon côté, du mauvais côté du manche, puisqu'à la fois on va empêcher une prise de pouvoir par la force, mais en même temps pour soutenir un régime qui ne se caractérise pas par son honnêteté. Vous voyez, je suis frappé, parce pour l'avoir vécu de l'intérieur, que très souvent on décide d'envoyer des militaires avant de se demander quelle est la nature de la crise. Vous voyez, on ne se demande pas quelle est la nature de la crise et quel est le bon moyen d'aider à la résolution de cette crise. On commande par envoyer des militaires pour arrêter et figer la situation. Et après, les militaires restent pendant des années. Si je me souviens bien, le Mali, ça doit être 2013. Donc ça fait maintenant 7 ans que les militaires sont sur place. Ce n'est pas fini, hein? Et il n'est pas fini. Donc il faut réfléchir, il faut se dire, regardez le cas de la Libye, enfin, on est dans cette situation où un individu, Bernard-Henri Lévy, a réussi à convaincre le président d'aller faire une intervention militaire dont le mandat onusien était l'interdiction de survol, c'était l'interdiction que Kadhafi puisse utiliser ses avions, et ça s'est transformé en bombardement et pas en interdiction. Bon. Donc le problème, c'est qu'on ne trouve personne pour enlever Bernard-Henri Lévy, quoi. Le souci qui se pose, M. Pierre Conisa, c'est que simplement la France, son image commence à avoir quelques coups, hein, notamment en Afrique. Hein, il faut être réaliste. Hein, on voit les différentes protestations des Africains dans un certain nombre de pays. Est-ce que la politique française, et c'est ma dernière question si vous le permettez, envers l'Afrique est adéquate avec la situation actuelle? Non, parce que si vous voulez, l'Afrique, c'est un pays où il y a 56 pays, si je ne m'abuse, je me souviens plus du chiffre, mais je crois que c'est 56. Bon, d'abord, l'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Donc, qu'on puisse avoir des stratégies différentes selon qu'on parle avec l'Égypte, qu'on parle avec le Zaïre, qu'on parle avec le Nigeria, etc., ça, c'est la moindre des choses. Mais encore une fois, la plupart du temps, on a résolu la question avec la Libye, si vous voulez, avec un bombardement qui a laissé finalement un État totalement failli et totalement déstructuré, avec tous les problèmes que ça pose localement, avec l'envoi de le passage de migrants, etc. Donc, il faut réfléchir à l'utilisation de l'outil militaire, ça c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est dans quelle situation est-ce que cet outil militaire est véritablement indispensable? À partir de ce moment-là, effectivement, la France ne se sort pas grandie, si vous voulez, de cette intervention en Libye. Au Mali, elle se commence à s'enliser, donc le débat va commencer à être ouvert. Mais vous avez d'autres régions dans lesquelles, effectivement, parce qu'on est à la ligne frontière, si vous voulez, entre la diffusion de l'islam et la diffusion du christianisme par la colonisation, on est dans des zones de friction. Et donc il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de problème, et il y a des pays dans lesquels il y a des problèmes. Donc chacun doit faire l'objet d'une politique spécifique, avec la reconnaissance d'un régime qui représente les intérêts de sa propre population, qui essaye de faire des débats démocratiques, etc. Et on n'a pas de raison d'aller se porter au secours de dictatures corrompues ou de régimes même démocratiques corrompus. Écoutez, les choses sont claires. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Pierre Conisa vient de publier et d'écrire un gros livre qui est d'actualité. Avec Dieu, on ne discute pas. C'est frappant, hein, les radicalismes religieux
d'islamiser le débat, édition Robert Laffont. Merci infiniment par rapport à cet éclairage qui tombe pile poil, hein, comme on dit, hein, par rapport à l'actualité, parce que c'est le débat, hein, votre intervention, votre livre, c'est le débat contradictoire, et c'est avec ça qu'on peut avancer. Merci infiniment, Monsieur Pierre Colisa, et je vous dis à très bientôt. Et merci pour vous, le travail que vous faites. Merci infiniment. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.